C'est notre panel américain ce soir avec Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Séauger. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Mais faisons un petit retour d'abord sur ce qui a marqué la semaine, c'est-à-dire le débat des colistiers, débat entre Tim Walz et J.D. Vance. Catherine, avez-vous l'impression que ça a changé quelque chose? On a quand même quelques jours là, qui sont passés. On voit un peu quelle tournure a pris les discussions, les commentateurs dans les différents médias. Pas beaucoup de sondages encore, peut-être, qui le reflètent, mais où est-ce que vous en êtes rendu sur votre appréciation du facteur de changement qu'aurait pu représenter ce débat-là? Je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est le grand perdant ou la grande perdante du débat, je pense, c'est la vérité. Là. D'un côté ou de l'autre, il y a eu des histoires de mensonges. Bon, M. Vance s'est prouvé comme éventuel candidat à la Maison-Blanche. Il a peut-être changé la perception sur sa personne. M. Walz s'est bien défendu de son côté. Mais à la fin de la journée, la course est tout aussi serrée. On est passé rapidement à autre chose. Ce qui a resté pas mal aussi, c'est le sujet de la fameuse journée du 6 janvier. Et là, la campagne de Mme Harris fait une préparation pour un momentum sur le 6 janvier qui va se dérouler dans les prochains jours. Donc, je pense qu'on va vraiment insister sur ce sujet-là pour toutes sortes de raisons. Il y a des documents qui ont été décelés récemment, qui auraient pu être entendus dans un procès finalement qui n'aura pas beaucoup d'impact sur les actions de M. Trump le 6 janvier. Donc, somme toute, pas beaucoup d'effets. On tourne la page et on essaie de créer de l'enthousiasme pour faire sortir le vote dans les deux campagnes où les candidats sont très actifs sur le terrain. Oui, Raphaël, votre appréciation à vous, est-ce que c'est la même chose que Catherine? Pas beaucoup d'effets, par contre, peut-être des munitions dans les mains du camp Harris, justement, avec ce qui est sorti cette semaine davantage, le témoignage et autres documents concernant le 6 janvier. Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'effets, ça relève pratiquement de l'euphémisme. Et comment est-ce qu'on peut être quand même assez confiant de ça? Bien, comparer l'avant-débat présidentiel, même pas vice-présidentiel, débat présidentiel entre M. Trump et Mme Harris le 10 septembre dernier, à l'après-débat présidentiel. Mme Harris avait une avance moyenne d'à peu près 2 points avant le débat. On est aujourd'hui exactement au même endroit. Donc, si le débat présidentiel, avec toutes les flamèches qu'il a données et l'état d'embarras royal, je crois, dans lequel il a placé M. Trump, si ça a eu un effet aussi négligeable, pensez-vous vraiment que le débat de mardi va avoir un impact moindrement considérable? La réponse me semble très définitivement non. Une fois que ça s'est dit, pour M. Vance, d'un point de vue personnel, comme le disait Catherine, c'est bon, très certainement, dans le court terme, ne serait-ce que pour ce qui est de son image publique. Mais au-delà de ça, très, très difficile de voir comment ça va coller à la peau d'une campagne ou de l'autre pour les 32 derniers jours de campagne qui nous restent. Oui, Michel. Alors, effectivement, image plus lisse pour M. Vance. Ceci dit, bien des observateurs ont dit on assiste à une sorte d'opération de blanchiment dans le sens de on rend peut-être un petit peu plus lisse aussi le discours de M. Trump par la bouche de M. Vance. Oui, ben d'abord, première des choses, on est vendredi, ça s'est passé mardi, puis plus personne n'en parle. Donc, fin Déjà, du voilà. post-mortem sur le débat. Il s'est passé une chose quand même dans ce débat-là, et c'est à la toute fin, quand M. Vance, qui a eu un très bon débat par ailleurs, n'a pas toujours réussi à dire que les élections de 2020 avaient été gagnées par quelqu'un d'autre que M. Trump. Et ça arrive au moment où le procureur spécial a publié un certain nombre de choses sur ce qui s'est passé le 6 janvier. Peut-être que ça va avoir de l'effet dans les derniers jours. Moi, je ne gagerai pas ma chemise là-dessus, mais c'est possible. Autrement, il se passe rigoureusement rien dans le mouvement des sondages actuellement. Les candidats ne font pas une campagne très, très active. Hein. Ils ne sont pas tous les jours devant devant de grands rallyes. Alors, il va y avoir esprit une finale à un moment donné, vers la fin de ce mois-ci. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est pas mal englué comme course-là. On avait parlé dans des panels précédents des appuis de républicains qui se sont tournés maintenant du côté de Mme Harris. On avait parlé de Liz Cheney, mais effectivement, il s'est quand même passé quelque chose avec elle cette semaine, hein, quand elle a amené Mme Harris dans son État, en fait même dans le cœur là, du début de l'histoire des républicains au Wyoming. Pas un État clé, mais berceau de ce parti-là. Et Mme Cheney a eu ces mots, on va l'écouter. And I know that she will be a president who can inspire all of our children
and if I might say so, especially our little girls. Bon, alors Raphaël, ben vous êtes aux États-Unis, il faudrait le préciser, je ne l'ai même pas dit. On vous retrouve dans quel État ce soir? En Pennsylvanie, il y a un autre État clé en Bon, plein ben cœur voilà. de Philadelphie. Ce que vous avez derrière, c'est un des bâtiments fondateurs du pays. C'est difficile de trouver plus pertinent présentement à un Bon, mois du vous vote. avez le Pour décor ce qui est des parfait. propos, Hein? j'ai le décor parfait. Et quel mérite, Julie, d'être authentique. Ce n'est pas un écran vert. Bon. Une fois que ça s'est dit, le discours de Mme Cheney hier au Wisconsin, il faut le mentionner, il était brillant, à la fois sur la forme et surtout sur le fond. De un, parce qu'elle s'est adressée à des électeurs et des électrices de façon non partisane, non idéologique. En fait, si vous écoutiez le discours, vous le lisiez du début à la fin et que vous ne saviez pas à quel parti elle avait été affiliée, il n'y avait pas moyen de le savoir. Autrement dit, c'était une attaque vraiment fondamentale contre ce que M. Trump, comme personne, a osé faire dans la foulée de l'élection de 2020 et le fait qu'on ne devait jamais, comme Américains et comme Américaines, oublier le viol, encore une fois, fondamental, pour reprendre le même mot, fondamental, des valeurs démocratiques auxquelles il s'était livré. À quel point est-ce que ça va faire bouger l'aiguille? Encore une fois, un petit peu comme Michel le mentionnait pour ce qui est du débat vice-présidentiel, on peut être sceptique, mais il y avait ceci d'habile et ça permet aussi d'effectuer un contraste avec l'approche de M. Trump. Vous savez, cette semaine, il y a eu une discussion vraiment intéressante entre Nikki Haley et Chris Sununu, qui sont, on le sait, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud et l'actuel gouverneur du New Hampshire, deux républicains. Et tous les deux se disaient à micro ouvert, il serait peut-être temps que M. Trump commence à parler comme s'il avait terminé la primaire. Autrement dit, qu'il ratisse plus large dans son discours. Pour Mme Harris, le fait de sortir Mme Cheney et d'y aller d'un discours, encore une fois, non idéologique, qui pourrait traverser les lignes partisanes, c'est quelque chose que M. Trump, de son côté, semble avoir beaucoup de difficultés à faire. Oui, mais quel impact, Michel, justement? Parce que là, il y a Mme Cheney, mais elle n'est pas seule. Il y a d'autres anciennes républicaines. En fait, il y a vraiment des femmes qui ont été aussi des conseillères de Trump à la Maison-Blanche. On va regarder les photos de ces femmes. Alors, Alyssa Farah Griffin, Cassidy Hutchinson, Sarah Matthews. Bon, elles vont faire une sortie en Pennsylvanie, justement. Elles vont le faire le 9 octobre, nous dit-on. On peut lire ça dans CNN. Elles vont faire une mise en garde en disant, Monsieur Trump, il est dangereux pour la démocratie. Alors, vous regardez là, de très près les républicains qui font des sorties puis qui disent, là, c'est pas juste qu'on s'éloigne de M. Trump, c'est qu'on va jusqu'à appuyer Mme Harris. Est-ce que ça va compter? Dans toutes les femmes qu'on voit là, tout ça était connu. Donc, il n'y a pas d'effet de nouveauté dans ça. Madame Cheney qui va faire campagne avec Madame Harris, ça, c'est un peu nouveau, mais on savait que Madame Cheney ne pouvait pas endurer Donald Trump. Ce qu'il faudrait pour avoir un impact, c'est qu'un républicain notoire. Je vous donne un exemple et je ne vous dis pas que c'est en train d'arriver, mais si le président George W. Bush disait, ben savez-vous, Trump, c'est un problème pour la démocratie, il faut mieux appuyer Mme Harris, ça aurait un gros effet. Je suis pas mal certain que ça n'arrivera pas. Alors, c'est tout du connu jusqu'à maintenant, ces choses-là. Les femmes qu'on a vues, il y en a qui étaient franchement des employés juniors de la Maison Blanche de Trump. Ils n'ont rien de très surprenant là-dedans pour l'instant. Donc, il faudrait vraiment un gros événement chez les républicains, quelqu'un de vraiment majeur qui se mettrait à appuyer Mme Harris pour avoir de l'effet. Oui, moi j'aimerais entendre Catherine aussi là-dessus. L'effet sur les républicains, de voir des sorties de républicains comme ça, est-ce que ça a un effet d'abord? Ben, je suis d'accord avec Michel. Il y a des gens dans ça qui sont très juniors. Pas si c'est pas une figure marquante. Est-ce que les électeurs vont vraiment écouter ce petit détail-là et se dire, ben ça fait virer mon vote? Non, c'est pas ça qui va faire changer d'idée les votes. Par contre, des figures des anciens présidents, bon, on va parler de Melania Trump un peu plus tard sur l'avortement, ça a un impact. Parce qu'écoutez, en ce moment, je pense qu'il y a vraiment une proposition ici qui est une campagne qui est joyeuse, une campagne de l'espoir, et une autre proposition qui, avec M. Trump, est plus incisive, on peut dire sérieux ou décisif. Donc, c'est un peu... il y a des gens qui recherchent les deux, hein, l'un ou l'autre, c'est-à-dire. Donc, il y a une proposition contrastante qui est assez différente.
Et je pense que les Américains, certains Américains ne veulent pas de demi-mesure, ne veulent pas être dans cette espèce d'espace confort-là, d'espoir. Ils trouvent qu'il y a des problèmes extrêmement sérieux au pays. Ils veulent quelqu'un en charge qui va changer les choses. Et pour eux, c'est certainement pas la personne qui est là depuis 3 ans et demi. On a vu d'ailleurs le président Biden aujourd'hui, là, il y a quelques minutes, sortir et dire précisément, hein, pour peut-être s'attaquer à cet argument-là de dire elle était là, elle avait le bureau de la vice-présidente pendant 3 ans et demi, elle n'a pas réglé les problèmes. Il a dit elle a fait partie de l'adoption de toutes les lois. Elle a été une personne très importante dans toutes les décisions. Il a pris la parole lors d'un rare point de presse et il a dit ça, là. Donc, on voit que c'est assez chirurgical ce que l'une et l'autre des campagnes essaient d'achever, y compris M. Trump demain lors de son rallye à Butler, en Pennsylvanie. Mais c'est ça, vous êtes alors. On propose 2 visions finalement, 2 visions du même pays, mais des visions qui sont extrêmement contrastées. Alors, une des visions, celle des républicains, c'est écoutez, ça va très mal, il faut qu'on revienne, il faut que M. Trump revienne pour redresser tout ça. Puis l'autre vision, bien, qui parle de projeter dans l'avenir, ça va pas si mal. Mais ceci dit, quand on regarde, vous l'avez tellement dit souvent, Catherine, l'économie, là, c'est vraiment ce qui est la priorité des électeurs américains. Là, je vais lancer la question à Raphaël. Ça va mieux. On a encore des chiffres qui le prouvent aujourd'hui. Ça va mieux. Il y a plus d'emplois. Il y a moins de chômage. Est-ce que ça commence à percoler que c'est pas un désastre, l'économie américaine, ou est-ce que les gens... Puis là, vous êtes aux États-Unis, vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'ils ont... Et est-ce qu'ils commencent à avoir l'impression, justement, que ça va mieux, ou ils restent encore dans l'inflation, ça coûte cher à l'épicerie, puis... Comment vous voyez ça? On sait, Julie, c'est historiquement, c'est très, très difficile, rendu au mois de septembre, au mois d'octobre, à une élection présidentielle, de changer foncièrement la perception qu'ont les Américains et les Américaines de l'état de l'économie. Est-ce que l'excellent rapport d'aujourd'hui va changer ça cette fois-ci, cette année? On verra. On le sait que pour Mme Harris, qui est essentiellement au coude à coude, encore une fois, avec M. Trump, on n'a pas nécessairement besoin d'un gros mouvement vers le haut pour que ça puisse avoir un impact carrément décisif entre une défaite et une victoire. Mais une fois que ça s'est dit, il faut garder ceci en tête. Les forces fondamentales de cette campagne-là jouent contre elle. Ce que je veux dire par là, c'est que la perception majoritairement de l'économie demeure négative et de façon beaucoup plus large. Ça, c'est un point que Michel mentionnait il y a quelques semaines en ondes. Historiquement, lorsqu'on a un taux d'Américains et d'Américaines qui croient que leur pays s'en va dans la mauvaise direction, qui est aussi élevé que ça. Présentement, on dépasse les 60 %. Vous remontez presque un demi-siècle en arrière, le parti au pouvoir n'a jamais été réélu. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'habile que M. Vance a fait dans le débat cette semaine, ça a été justement de revenir constamment sur le fait que Mme Harris était la candidate du parti qui était au pouvoir. Donc, je dirais que dans la journée d'aujourd'hui, c'est positif pour Mme Harris, comme candidate du parti au pouvoir, de voir un rapport sur l'emploi aussi fort que ça, parce que ça va changer les forces fondamentales de cette course-là. Je suis personnellement un peu plus sceptique. Bon. M. Trump, maintenant, qui s'acharne vraiment sur le dossier des personnes demandeurs d'asile, mais demandeurs d'asile qui ont été reçus, qui ont maintenant un permis pour vivre aux États-Unis, ceux de Springfield, en l'occurrence. Il a dit ceci, on va l'écouter. You have to remove the people. We cannot destroy our country. You had a beautiful, safe community. Everyone's in love with everybody. Everything was nice. It was like a picture community. And all of a sudden, in a short period of time, they have 32,000 more people in there. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. You can't do that to people. They have to be removed. Alors, Michel, il veut retirer des permis, là, des gens qui ont été reçus. Il veut retirer des permis à ces gens-là et il veut les déporter par la suite. S'il s'acharne comme ça, il est convaincu que c'est porteur, que c'est bon pour lui. Oui, mais il y a un danger à ça. C'est un danger que ça soit vu comme de la cruauté quelque part. Ces gens-là sont arrivés légalement, ils ont des emplois, ils travaillent. Et là, on dit, ils dérangent la communauté, je vais les enlever. À ce moment-là, déranger la communauté, ça ne prend pas grand-chose pour dire on va faire partir pas mal de monde. L'autre chose, c'est que probablement que légalement, il n'a pas le pouvoir de faire ça. Alors, il faudra voir si ça joue. Mais ça, c'est pour sa base. Il parle à sa base. Ça vient peut-être contrecarrer un petit peu les bonnes statistiques économiques de la journée, mais d'un autre côté, les statistiques économiques sont rarement ressenties comme la perception qu'ont les gens de leur sort. Alors, je ne suis pas sûr que ça aide tant que ça. Bon, et il reste 30 secondes. Je les donne à Catherine maintenant. Melania Trump, effectivement, dans sa biographie, qui l'a même dit, puisqu'on a des vidéos où elle se présente comme quelqu'un, finalement, qui est pro-choix. Quel impact ça a? Est-ce que ça nuit ou ça aide, M. Trump?
Bien, il y a 50 des républicains, dit-on, dans les États clés qui souhaitent un amendement à l'avortement. Vous savez, c'est une question qui est au ballottage aussi dans plusieurs États américains. Et donc, je pense qu'elle se positionne comme avec M. Trump comme une équipe, hein? Une équipe où elle dit, moi, je suis catégorique sur l'avortement, il n'y a pas de conditions. Son mari est plus mitigé. M. Vance a dit aujourd'hui, ça ne change pas la position de Melania Trump de la manière dont la campagne va parler de l'avortement. Alors, ils font une équipe et ils jouent sur ça, là. Bon, alors c'est une stratégie. C'est pas innocent, là, ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est sa conviction profonde, là, il faut lui donner ça. Mais en même temps, elle a le droit de dire ce qu'elle veut et il y a la campagne à côté de ça, là. Elle va sortir son livre dans quelques jours, elle va en parler. Bon, bien, très bien. On va se laisser là-dessus. Elle a un Merci livre beaucoup. à vendre, oui. Oui, pardon, Michel? Elle a un livre à vendre. Elle a un livre. Ah, elle a beaucoup de choses à vendre. Il n'y a pas juste un livre si vous allez sur son abonnement sur X. Merci à tous. Ah, il faut qu'on se laisse, Raphaël. Il faut qu'on n'a plus de temps. Merci. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.